Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sab Santé Cuisine Thérapie. On fait une recette en l'occurrence aujourd'hui, la quiche à la dijonnaise, puisque Aline vient de Dijon. Et on parle d'une thérapie, en l'occurrence la rééducation maxillofaciale. C'est quoi? Ça sert à quoi? Vous le verrez dans cette vidéo. Je suis avec Aline du cabinet ATM. Bonjour. Kiné spécialisé en maxillofacial. On va voir ensemble ce que c'est, mais d'abord on va vous faire une recette de sa région. Tu es de Dijon? Tout à fait. Alors un peu un mélange entre mes deux origines, entre la Lorraine, on va faire une quiche, mais une quiche à la dijonnaise, donc à la moutarde. Donc si vous voulez suivre cette recette, restez avec nous. Je pense que ça va être fun. Moi j'ai tendance à brûler tout ce que je fais. On va voir si c'est mieux accompagné. On n'est pas dans un tuto cuisine, vous le remarquez quand même. Il faudrait que je sorte les petits bols avec les contenants. Il nous faut donc 3 œufs, ma chère Sabrina, du sel, du jambon. Ce qu'il te faut de la crème fraîche. Bien évidemment, beaucoup de gruyère. Beaucoup de gruyère. Parce que comme ça fond bien. Et bien évidemment, peut-être l'ingrédient de la quiche dijonnaise, c'est bien évidemment de la moutarde de Dijon. Très important. Sinon, ça s'appelle plus une quiche Dijon. Donc une quiche dijonnaise sans moutarde de Dijon n'est pas une quiche dijonnaise. Non, Ouf. non. C'était dur à sortir ça. Est-ce qu'on a tous les ingrédients? Écoute, je pense. Nous avons Est-ce qu'on préchaufferait pas le four? C'est une bonne chose. Tu peux préchauffer sur 210. On ne voit jamais ça dans les tutos cuisine, mais c'est important. Faut se laver les mains. Mais nous, on est des warriors. On a décidé de ne pas mettre de tablier, mais on joue quand même sur la sécurité sanitaire. Oui, sécurité sanitaire. Par contre, sécurité vestimentaire, on ne sait pas. Entre le blanc et la rayure, je suis pas certaine que nos vêtements tiennent le coup. Alors, question technique. Moi, ce que je fais pour pas que la pâte, elle imbibe l'appareil de la quiche, je fais d'abord cuire la pâte, juste un petit peu. Est-ce que tu fais ça? On peut, ou alors moi je mets un peu de chapelure au fond. Mon fils a une passion nuggets, donc j'ai des chapelures. Parfait, moi je fais ça, je la picote, je mets un peu de chapelure. Et surtout, je la sors au dernier moment, parce que si elle est déjà mi-chaude, elle va s'étaler. Donc je la sors au dernier moment. Conseil d'expert. Attention. Parce que la quiche, c'est très bien quand vous êtes au cabinet et que vous avez quasi pas le temps de manger le midi, parce qu'au final, au niveau de la texture, il n'y a pas besoin de beaucoup de mastication, mais en soi, c'est pas non plus le meilleur moyen, parce que niveau mastication, c'est pas top, donc niveau digestion, c'est pas top non plus. Alors, on est toutes les deux kinés, à l'opposé, périnée, bouche. Mais du coup, tout ce que tu peux amener comme indication, là, moi, ça me parle pas beaucoup. Donc la mastication, c'est quoi son but premier? Le premier but de la mastication, c'est de préparer ce qu'on appelle le bol alimentaire. Le bol alimentaire, c'est ce que vous allez mettre en bouche, que ce soit des fruits, que ce soit une quiche, du fromage, peu importe. Vous allez devoir le mastiquer pour le préparer pour la déglutition et la digestion. Donc c'est préparer votre bol alimentaire pour passer d'une pomme à quelque chose de déjà beaucoup plus broyé, beaucoup plus petit pour pouvoir le mieux le déglutir. Donc c'est l'action mécanique de le mâcher et les enzymes de la bouche. C'est ça, c'est votre salive, donc d'où l'importance aussi de la salivation, ce qui pose problème notamment chez les patients oncologiques avec des troubles de la sécrétion salivaire. Et donc ces patients-là ont beaucoup plus de difficultés à la déglutition parce que votre salive, elle va créer une espèce de bol alimentaire beaucoup plus liquide, beaucoup plus compact que vous allez pouvoir déglutir en fait. Et c'est ce bol alimentaire-là, une fois préparé, que le cerveau va dire ok, on y va, on déglutit. D'où l'importance de la salivation et de la mastication chez les adultes et chez les enfants. On met pas tout le pot de moutarde. On y va mollo. Le picotement, ça te stimulera le palais. Vous voyez pas à la caméra, mais j'ai quand même 3 étagères d'épices. J'adore quand ça pique et quand c'est relevé. Ma cuisine préférée, c'est la cuisine indienne. Du coup, est-ce que ça a un impact sur la digestion ou la déglutition, la mastication? En haut, je pense pas, mais sur la digestion? Par exemple, chez l'enfant. Chez l'enfant, on va introduire petit à petit en fait des textures, des goûts. Et on peut aussi introduire par des épices. Même le fait, par exemple, chez les personnes âgées qui ont du mal à manger, des fois rien que le fait de présenter avec des épices, de relever un peu le goût, peut aider aussi à faire passer certains aliments, à restimuler aussi la sensorialité au niveau de la bouche. Et notamment chez les enfants, c'est important aussi de développer tout ça en fait. D'où l'importance d'introduire petit à petit, mais pas tout un pot de moutarde d'un coup en fait. Mais ce qui est rigolo, c'est que tu vois, donc, la cuisine indienne est ma cuisine préférée et enceinte, je ne mangeais quasiment que ça. Et mon fils adore les épices du coup. Je ne sais pas si c'est un lien de cause à effet, mais... Je pourrais pas te dire exactement, parce qu'on voit aussi au niveau culturel en fait, qu'on a un palais, qu'on a aussi un goût des choses qui est différent en fonction des régions d'où on vient, des pays où on vient. Donc est-ce que ça a réellement un impact? Chez les Indiens qui mangent très pimenté, ils font pas pimenté pour les enfants, parce que c'est trop tôt et que leur palais n'est pas adapté. Donc ils l'introduisent progressivement quand ils ont 7, 8, 10 ans. Pour les épices, je sais pas. Écoutez, si vous avez la réponse, dites-le nous en commentaire. Si vous savez qu'il y a des preuves entre guillemets scientifiques
scientifique ou un lien de cause à effet, moi ça Sur les m'intéresse épices. de savoir si ce que mange la maman enceinte peut donner des goûts à Pour l'enfant. Ouais, une préférence au niveau des goûts. Si vous avez une réponse scientifique, mettez-le-moi en commentaire. Allez, on y va. On casse des œufs directement, il n'y a pas de coquille. Parfait. Moi je surveille. Alors 20 centilitres, on va mettre la moitié. Ben voilà. Allez, bon, à la louche, on y va. C'est comme ça. On est pas des diététiciens. Nos grands-mères, elles faisaient comment? À la louche, comme Si ça. tu veux, j'ai une balance, mais bon, c'est moins fun. À la louche. À la Regarde, louche. moitié. Cette vidéo Ici. n'est pas placée sur le total calorique du plat. Elle est placée sur la mastication et la déglutition. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est très important en fait dans l'alimentation, dans la mastication, c'est déjà en fait la première action de manger, c'est d'apporter les aliments à la bouche. Et déjà, il y a le visuel, il y a le ressenti, il y a l'odeur, il y a la connaissance que vous avez du plat aussi. Typiquement, si je vous demande si vous cuisinez de la cervelle, rien que le mot cervelle, moi on me sert de la langue. Typiquement, la langue, c'est mon outil de travail. Je fais un blocage sur le mot langue. Mais on peut très bien me servir, je sais pas, une terrine, quelque chose qui a été fait avec la langue. On ne me dit pas que c'est de la langue, on me dit que c'est du jambon ou que sais-je, je vais le manger. Donc il y a aussi ça qui joue beaucoup. La manière avec laquelle c'est présenté, c'est aussi la première chose qui va nous donner envie d'amener les aliments à la bouche. Et c'est ça aussi qu'il faut stimuler chez les enfants. C'est déjà la découverte de goûter et ensuite l'aliment va arriver. Donc ça va déjà stimuler des premières zones qui vont entraîner une salivation parce que les aliments vont arriver. Donc en fait tout s'enchaîne. C'est pas simplement le fait l'aliment est en bouche, il part et il va dans l'estomac. On a eu l'apanage de la diète culture où en fait on nous faisait prendre des trucs lyophilisés, tout prêt, machin, tout ça. Ça ne marche pas, hein. Ça fait grossir direct après parce qu'il y a l'effet rebond en fait. Il faut prendre du plaisir à manger. Là, je sais pas si j'ai choisi. Si je pense que j'ai pris une crème légère par exemple. Donc ça permet d'avoir un apport calorique amoindri par rapport à une crème épaisse à 40%. C'est un petit peu moins bon, mais au moins ça me permet de manger une quiche. Alors on parle beaucoup. On est typiquement deux physiques très différents. Moi j'entends tout le temps, oui bah toi c'est bon, t'as pas besoin de faire d'efforts, ça va avec ton physique, taille 34 machin. Les gens savent pas du tout en fait, entre guillemets, la réalité des choses et moi, la relation que j'ai avec l'alimentation, les gens ne le savent pas. Et donc c'est des choses qui peuvent aussi blesser tout autant que ah bah toi par contre peut-être que tu fasses attention. Et déjà la mastication, les gens qui vont vous faire des régimes, qui vont vous accompagner, tout ça, mâcher les aliments, c'est déjà les préparer et aide à la digestion. Le fait de mâcher va vous faire arriver plus facilement à la satiété parce que votre cerveau va comprendre ce que vous avez mis en bouche, à peu près les quantités, ce qu'il y a en bouche, les textures, et donc va vous permettre d'arriver plus facilement à la satiété. Donc mâcher les aliments vous permet aussi, vous accompagne aussi dans la perte ou la prise de poids ou le maintien de votre poids en fait. Est-ce que je sors la pâte ou c'est trop tôt? On peut. C'est le moment. Allez. Donc du coup, une fois qu'on a parlé de mastication, la suite c'est la déglutition. Tout à fait, c'est l'étape suivante. Donc déglutir, si je comprends bien, si je me rappelle bien l'anatomie, c'est le bol alimentaire qui a été préparé, donc mastiqué, mélangé, va passer de la bouche à l'œsophage pour aller dans l'estomac. Tout à fait. Et en fait, la déglutition, on peut croire que c'est quelque chose de très simple et on se dit que c'est totalement une phase automatique parce que le bol alimentaire, quand vous mangez, hop, ça part tout seul, vous n'avez pas à gérer. Par contre, la première phase, c'est une phase qui est volontaire. C'est d'amener le bol alimentaire à votre bouche, de le mâcher. Je peux vous demander là à l'instant, vas-y, déglutis maintenant. Hop, tu peux le faire correctement. Par contre, on est en train de parler depuis tout à l'heure, tu déglutis sans te poser de questions. Comme respirer, comme cligner des yeux. C'est des réflexes. Par contre, si ce réflexe devient problématique, ça peut créer des troubles au niveau de la déglutition chez le patient et derrière des troubles au niveau de l'alimentation et des dénutritions, des troubles très importants chez l'adulte et chez l'enfant. Et comment on reconnaît un trouble de la déglutition? Alors, il y a plusieurs phases. Il faut déjà comprendre quelle phase est problématique. Est-ce que c'est la première phase masticatoire dans la bouche? Est-ce que c'est la phase de propulsion du bol alimentaire par la langue? Est-ce que c'est la phase oropharyngée? Est-ce que c'est la phase au niveau de l'œsophage? Voilà, quelle phase est problématique en fait? Donc il y a des phases. Comment on définit les problèmes en fait? C'est quoi? On fait des fausses routes? C'est ça, il y a des fausses routes. C'est des patients qui peut-être ne s'alimentent plus avec des pertes de poids, des patients qui toussent directement après avoir mangé, des patients qui ont des reflux. Donc c'est qu'il y a une phase qui n'est pas bonne. Maintenant, à savoir quelle phase. Typiquement, les phases au niveau vraiment de l'œsophage, c'est plutôt le gastro-entérologue qui lui va alors à ce moment-là faire par exemple une manométrie œsophagienne pour voir si le péristaltisme au niveau de ton œsophage fonctionne. Donc c'est vraiment plusieurs corps de métier qui vont essayer de travailler ça. Après, là, tu peux aussi, par exemple, avec de l'échographie, voir ce qui se passe, ce qui va pas. Et c'est une phase qui est très importante, notamment chez les patients en réanimation qui ont été intubés pendant très longtemps. Est-ce que c'est normal, du coup, quand je salive, je sens que je pousse ma salive avec la langue, mais j'ai l'impression de devoir faire ça? Et tu compenses. Oui, donc c'est pas normal. Non. Bon,
Je vais faire une petite On va... rééducation. Déjà, c'est grâce à Aline que je suis partie faire de la rééducation maxillofaciale pour le placement de ma langue. Et c'est là où c'est hyper important. Et c'est très important aussi d'être sur les réseaux sociaux et d'amener de la prévention primaire. Parce que moi, cette partie-là, je ne l'ai pas appris à l'école. Et je me doutais que c'était pas ouf parce que j'ai eu énormément d'orthodontie et que c'était... Voilà. Mais quand elle a dit la langue, c'est une princesse, il faut la placer dans son palais. Moi, elle est juste derrière mes dents et elle pousse. Enfin, je suis allée chez le kiné. Il m'a dit ça va pas du tout. Ça peut aller vite parce que comme c'est des automatisations et que moi c'est mon travail, j'ai fait 5 séances et maintenant ma langue je sais la placer et dès qu'elle est plus en place, je la remets. Et surtout, qui m'avait dit c'est vrai, c'est que je respire mieux par le nez. Bien évidemment, parce que ça libère le passage des voies aériennes en arrière. Faites le test. Mettez votre langue au palais. Alors, venez juste stimuler les petits sillons que vous avez au niveau du palais derrière vos incisives du dessus. Inclinement. Hop. Votre langue se cale au-dessus. Et venez respirer en laissant votre langue ainsi, coller un peu légèrement au palais, posez, vous allez respirer 3 fois par le nez. Essayez d'imaginer le passage de l'air en arrière, comment ça se passe. Et maintenant, mettez votre langue en bas, derrière vos dents, et respirez. On l'entend? Voilà. La langue s'étale et obstrue le passage de l'air. Et c'est ça qui est très important, notamment dans des pathologies comme l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est une pathologie où on a tendance très très rapidement à mettre l'appareil, mais la rééducation est possible. Tout à fait. Donc pour sauver les couples, faites de la rééducation. Faites de la rééducation linguale chez un professionnel formé, par exemple un kiné ou les orthophonistes. Les deux peuvent faire de la rééducation linguale. Et il n'y a pas d'opération particulière pour l'apnée du sommeil. Tout dépend, c'est comme pour tout. D'accord, ça dépendra du bilan. Du bilan et du diagnostic. Si ton patient, tu peux avoir de la chirurgie maxillofaciale. Typiquement, les patients qui sont rétrognates, avec une mandibule trop en arrière. Donc c'est ça, c'est prognate. Prognate, c'est en avant. Rétro, en arrière. Ta mandibule. Rétro, je la fais pas faire. Et trop en arrière. Tu peux pas plus parce que tes ATM bloquent. Tu peux pas aller plus. D'ailleurs, on se retrouvera pour une vidéo sur les ATM très bientôt, qui sera tournée après, on ne sait pas. Je vous la mettrai juste ici. Et donc, chez ces patients-là, on peut proposer une chirurgie qu'on appelle orthognatique ou alors des gouttières d'avancée mandibulaire, mais qui peuvent être très douloureuses, qui peuvent entraîner des dysfonctions de l'articulation temporomandibulaire. On utilise, moi je l'en vois de moins en moins, mais on peut avoir de la chirurgie, notamment si vraiment au niveau anatomique, il y a un problème. Et finalement, c'est pas déboucher le nez. Alors, il peut y avoir si anatomiquement, le passage de l'air ne se fait pas par le nez, il va falloir à un moment libérer anatomiquement, d'où l'importance de connaître l'étiologie en fait de cette apnée du sommeil. Et après, il y a aussi tout ce qui est diététique, tout ce qui est perte de poids, voilà, qui joue également. Mais un enfant de 8 ans avec un poids normal peut faire de l'apnée du sommeil. Et je vois ça quotidiennement. Et un enfant qui ronfle, ce n'est pas mignon, ce n'est pas normal. Petit message de prévention. Cordialement vôtre. Allez. Hop, allez au four. Il faut quoi comme timing de cuisson? 30-35, voire bien 35 minutes. Bref. Merci de nous avoir suivis dans cette émission. Ouais, j'ai envie de l'appeler émission. Ça me fait plaisir, c'est mon petit kiff. Aline, merci pour toutes ces informations. Merci à toi. On fera la quiche tout à l'heure. On vous le dira sur Instagram. À très vite dans une prochaine émission de Cuisine Thérapie. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres parce que vraiment, c'est plutôt pas mal. Et regardez-moi ce plan de travail. Quel plaisir. Quel plaisir.